Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Ce soir, la rédaction accueille Thierry Galvin, directeur régional des finances publiques. Bonsoir. Bonsoir. À vos côtés, Madame Anne Elghazi, directrice du pôle de gestion. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le moment attendu des contribuables approche, l'arrivée dans les boîtes aux lettres des avis d'imposition. On verra avec vous ce qu'il en est cette année. Avec nous également Pierre Bellucci, rédacteur en chef du journal télévisé de KTV. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina. Alors, il y a quelques mois, nous évoquions la situation de l'association Aquamail, des difficultés traversées et des solutions avaient été envisagées pendant un moment. Alors aujourd'hui, le coup près est tombé, on verra cela avec vous dans ce journal. Mais d'abord, voici les titres de ce vendredi 28 août. Au lendemain du coup de sang d'Ouseni Benissa, les réactions se multiplient autour de son acte, des avis qui divergent et un silence radio de la part du conseil départemental qui en dit long sur le malaise que crée cette affaire. Le tribunal du commerce a tranché ce matin. L'association Aquamail est placée en liquidation judiciaire. Toutes les explications dans notre journal. Au cours du mois de Ramadan, les élèves de l'école coranique ont pour habitude de lire tout le Coran, une coutume traditionnelle qui se perpétue au fil des années. Nous avons suivi la célébration de la fin de cette lecture coranique qui s'est tenue il y a quelques jours. Reportage à la fin de cette édition. Hier matin, Ouseni Benissa, conseiller départemental de Mtsangamouji, s'est emporté dans les locaux du service foncier du conseil départemental. Fou de rage suite au retard pris sur un dossier, il s'en est pris au mobilier et a fracassé une porte. Depuis ce fâcheux incident, les réactions se multiplient sur les réseaux sociaux et tout le monde semble avoir son avis sur la question. Un sujet signé Shakila Issouf, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Pour moi, ça bénit ça. Pour moi, soit carrément. Son nom est sur toutes les lèvres depuis hier matin. Le coup de sang d'Ouseni Benissa est devenu une affaire publique où chacun a son mot à dire. L'histoire a fait le tour du département à une vitesse vertigineuse, qu'il soit défenseur ou détracteur du président de la commission des finances. C'est peut-être mal ce qu'il a fait, mais pourquoi? Moi, j'attends savoir le pourquoi. Je voudrais savoir pourquoi il est arrivé à là. Parce que c'est pas normal, peut-être, mais il faut voir. Je lui donne un bénéfice de doute. Parce que c'est une personne que jusqu'à maintenant, je l'ai toujours trouvé calme. Donc s'il a fait ça, il a ses raisons. Maintenant, est-ce que c'est des raisons fortes pour arriver à faire ça? Ouseni Benissa a donné sa version des faits. S'il est mis en colère, c'est que le dossier avait été déposé depuis plus d'un an et demi et était déjà passé en délibération et adopté en décembre 2014. Le nom de la propriétaire étant erroné, il avait fallu tout refaire. Un cadre aurait alors proposé d'apposer directement le nom sur la délibération de décembre et le caractère illégal de cette pratique aurait déclenché ce regrettable mouvement d'humeur, pas suffisant pour justifier son comportement selon certains. Parce que c'est un élu, il faut qu'il montre un bon exemple. Il ne faut pas qu'il donne de mauvais exemples. Avec tout ce qui se passe à Mayotte, les délinquants, c'est les élus qui doivent donner des bons exemples aux jeunes. Alors j'ai envie de dire que déjà actuellement c'est un peu le bordel sur l'île entre les cambriolages avec tous les comportements qu'il y a. Donc si maintenant des personnalités publiques comme ça ou des élus se comportent de cette façon, je me demande mais qui c'est qui va former cette nouvelle jeunesse qui est en train de monter. En plus elle est en train de monter en catastrophe. Donc il faudrait vraiment commencer à signer sur la sonnette d'alarme. Avec cette jeunesse on comprend pourquoi Mayotte est comme ça, pourquoi il y a autant de violence. Ben voilà. Ça montre malheureusement un visage des Mahorais, un comportement barbare qui n'est pas très approprié pour l'évolution de ce petit département. C'est pas vraiment le bon exemple pour les Mahorais, pour les jeunes. On devrait mieux s'inspirer de personnes qui parlent plutôt qui menacent. Une mauvaise image pour la jeunesse, même si pour plusieurs administrés, cet incident est loin d'être anodin. Il reflète le malaise ambiant au sein de l'institution. C'est choquant ce qui vient donc de se passer, mais cela illustre, si vous voulez, un petit peu
le mal-être qui existe donc dans cette institution depuis un certain temps. Nous avons alerté les élus nouvellement élus depuis quelques mois déjà en leur disant attention, il y a une grosse souffrance au sein donc, de ce département, au sein de l'administration du Conseil général et qu'il y avait urgence à ce niveau-là. Je pense que maintenant, lorsque c'est un élu qui vient donc s'emporter donc de la sorte, ça illustre quelque part aussi un petit peu donc ce que nous disions et nous demandons bien évidemment à ce que rapidement des solutions rapides soient trouvées face à ces situations. Je pense que ce fait ne doit pas être regardé comme étant un accident, mais c'est disons un développement normal d'une situation qui connaît un pourrissement depuis quelques années et ça continue et ça va continuer. Les agents qui se sont réunis ce matin après avoir exercé leur droit de retrait ne souhaitent pas donner suite à cette affaire. Beaucoup connaissent Ousseni Benissar. De son côté, le conseil départemental ne souhaite pas s'exprimer sur cet incident, tandis qu'Ousseni Benissar a été sommé de ne pas s'exprimer dans les médias. Mais l'histoire ne risque pas de s'arrêter là, tant elle fait grand bruit. La protestation des parents contre les rythmes scolaires continue. Des parents d'élèves qui, pour certains, vont jusqu'à bloquer les écoles. De nombreuses écoles sont aujourd'hui touchées. Et ce matin, c'est l'école élémentaire de Mgombani qui s'est vue fermée par une quarantaine de parents d'élèves. Hormis quelques mésententes, ces derniers sont tous d'accord pour dire qu'actuellement, cette réforme ne peut être mise en place à Mayotte. L'inspecteur des écoles a pourtant tenté de les rassurer, mais cela n'a pas suffi à apaiser leurs craintes. Une aubaine pour les organisations syndicales qui voient en eux un allié de poids pour une plus grande mobilisation. Reportage Shakila Essouf et Leslie Vimné. Mazefu yao pia wana watu wa prive. Uelewa basi namtafadhali muriborehe. Musiri wana mba wasishtukashina mana. Beba nikabuna mzuani banu. Kabina mwali. Kabina mgazija. Beni wasi pia wasirlio banu wasi wa mama. Le message est clair, ces mamans sont rassemblées et unies dans ce combat contre les rythmes scolaires. Les blocages ne cessent de se multiplier, mais les raisons évoquées se ressemblent toutes. Un sentiment commun anime les parents d'élèves de l'île excédés et voulant une bonne fois pour toutes en finir avec les problématiques liées à cette réforme. Markiza orenga shofera ne shofera kaskubali situation baenda mrenge mregezeri rakada na rakada basi simia maelu serikali je regle shtuni maana sona mani trongo ilion zero simwambiani kaka msikubali msojwane bungane na watu banu mwende mwangie biro a directori mwone emaili ya beho ni inspecteur yora hare jarenga vacances inspecteur hamba kabati. Après de longues minutes de discussion avec les policiers municipaux, les mamans acceptent finalement d'enlever le cadenas pour prendre la direction de la mairie. Le délégué des parents d'élèves arrive sur place et accuse le coup, puisqu'ayant discuté au préalable avec la direction de l'école, il était convenu que cette année, les rythmes scolaires ne soient pas appliqués, du moins pas avant que les moyens suffisants les accompagnent. Sur l'Asbuivanu, inspecteur avait un email. Arongo waka inshallah asiomba mwezi mngu rythme scolaire ingien nziani mais petit à petit et quand on doit quand na this is a condition la mairie atoa zahe wae atoa zahe rtsanganyishihe wakati ortojor velehe wana likoli voka problemu mwajana vavo zaz eskrema za kujitsambalia arme la kuru la mairie kako vele hamtu vavo rika obligé wasi madomana wa baba na mama rendera ratozi tuizo rifanye menage iyo ndio yatsongeza sojea wa javanu wafanya uzihazi zinu za utoaze zetsama hizo. Munir les écoles du premier degré de frigo ou de tapis pour que les enfants puissent bénéficier d'un goûter et rester dans l'enceinte de leur établissement scolaire semble avoir été envisagé par les services de la mairie. Des solutions alternatives qui visiblement ne satisfont pas les parents d'élèves qui estiment que leur enfant mérite plus. La mairie jana
risihambirwa mba futofanywa mwana shitu wana markia orva frigo risifanya tini microonde risifanya tini microonde mbili toshinda yasumewanata vuvutolwa mwana kamba vukavutolwa madalo harina likoluoho wanata wakola harina madalo yao wanatu zini tinyombe wala timbuzi madalo yao rinayo pia oho maison d'arrêt de prison na wanata wantu wasilala harina magodoro na kilimu manatini wasi wajerladu harina madalo yo karakubali tena karakubali karivenge. Une délégation des parents d'élèves s'est rendue encore ce matin à la mairie, mais aucune réponse satisfaisante n'est ressortie de cette discussion. Le blocage de Mgombani semble donc parti pour perdurer, tout comme c'est le cas à Iloni, Sada ou encore à Bonovo. Le 26 juin dernier, l'association Aquamai était placée en redressement judiciaire par son conseil d'administration. Une procédure qui, pour être effective, devait être validée par le tribunal de commerce. Une audience est donc tenue en ce sens ce matin pour décider de la pertinence ou non de cette décision. Les conclusions sont sans appel. Aquamai sera liquidé au 1er octobre. Dominique Marot, ancien président d'Aquamai, bénéficie maintenant d'un délai d'1 mois pour trouver des solutions avant que le liquidateur ne reprenne la main. Il devrait rencontrer très vite les élus du conseil départemental. Davantage de précisions dans ce sujet, signé Pierre Bellucci, Abbas Alidi et Fred Souleymana. Plus personne n'en doutait, mais c'est désormais officiel. L'association Aquamai a été placée ce matin en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce. Une décision à laquelle s'était préparé Dominique Marot, le président de la filière aquacole. L'histoire de l'aquaculture mahoraise, elle est finie aujourd'hui. Aquamai est en liquidation. On a jusqu'au 1er octobre pour pouvoir tout fermer. Mais bon, maintenant, c'est à voir si aujourd'hui le département peut récupérer le bébé. Il y a une solution. Et face à la demande au tribunal ici, au tribunal administratif. Ou bien notre repreneur qui reprend le bébé. Mais pour moi, en tant qu'éleveur, si un autre repreneur, ça revient au même, parce que là, on n'existera plus, parce que celui qui va reprendre Aquamai, un privé, voilà, c'est une entreprise, il voudra avoir des bénéfices, il va augmenter les prix d'Alvin, tout ça, et nous, on est morts, de toute façon, hein, on est morts. Une mort annoncée qui a permis à Dominique Marot de rester vigilant quant au fonds d'aide promis de longue date par l'Union européenne. Mais avec beaucoup de pincement au cœur, on avait beaucoup rêvé ce centre de recherche, parce que sans Aquamai, il n'y aura pas de centre de recherche, sans aquaculture, il n'y aura pas de centre de recherche à Mayotte. Et qui fait qu'aujourd'hui, tout nous fait défaut, parce que le fonds européen devait prendre part depuis 2014, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et pas plus tard qu'hier, j'ai reçu un courrier que tout est remis à cause, parce que normalement le FEAMP a été mis en place, Eurodome a monté un dossier avec les 4 dômes, Mayotte, Réunion, Guadeloupe, Guyane, pour pouvoir monter les aides de compensation. Mais fort heureusement et heureusement pour moi, j'ai eu des gens qui m'ont bien conseillé et que je n'ai pas pris cette aide-là, parce que il y avait un aide qui devait être débloqué par le Premier ministre à la BPI, qui fait que heureusement que je n'ai pas pris cet argent-là, parce que je n'ai pas vu un tableau d'amorcement pour amortir cette dette, et avec quel argent que je pourrais rembourser demain. Avant de rendre les armes, le président ému et dépité a tenu à remercier ceux qui l'ont toujours soutenu. Merci, messieurs les élus. Les aides que nous vous avez données, ça nous a permis aujourd'hui de pouvoir demain payer tous les salariés qui sont là, ça fait déjà une quinzaine d'années, et pouvoir partir vraiment, ne pas laisser ces salariés la bouche ouverte. Voilà, pour moi c'est surtout ça, ce que je voulais surtout, que ces salariés puissent demain partir. Certes, c'est vrai que il faudrait qu'ils retrouvent une autre conversion, ça c'est encore une autre affaire, mais au moins légalement qu'ils puissent avoir leur gain totalement. Le conseil départemental avait en effet adopté une subvention exceptionnelle de 130 000 € pour préserver la filière aquacole mahoraise, mais celle-ci pourrait se heurter au contrôle de légalité, le département n'étant pas autorisé à procéder de la sorte. Il s'agirait alors d'un énième coup dur pour Dominique Marot et tous les salariés de l'association, qui risquent fort d'être les grands perdants de cette décision judiciaire.
Alors Pierre, une décision qui est tombée comme un coup près pour Aquamai, qui s'y attendait quand même déjà depuis quelques mois. Alors qu'en est-il très exactement aujourd'hui? Quelle sera la suite? Effectivement, il s'y attendait, Dominique Marot s'y attendait, nous y attendions aussi. La suite, il pourrait y avoir un repreneur. Ça pourrait être le conseil départemental pour €1 symbolique qui rachète en quelque sorte Aquamai, le passif d'Aquamai également. Ça pourrait être aussi un privé. On parle de M. Pastorelli éventuellement. On ne sait pas exactement pour le moment ce qui va en être. On va attendre déjà jusqu'au 1er octobre de voir ce qu'il se passe. Derrière, c'est ce que nous évoquons dans le sujet. Ce qui est un peu dommageable, c'est surtout que voilà, il y a des salariés. Que vont-ils devenir? Où vont-ils être affectés ensuite? Vont-ils réussir justement à entrer dans d'autres entreprises? C'est vraiment là la plus grande problématique. Et puis pour Mayotte, quand même, c'est très dommageable puisque c'est la filière aquacole qui s'effondre. Voilà, on s'y attendait, mais ça s'est tombé quand même comme un coup près, comme vous l'avez dit. Alors justement, la filière aquacole, on sait que beaucoup d'entreprises dépendaient justement d'Aquamai. Qu'en est-il pour celle-ci? Eh ben justement, là, c'est les questions qui se posent et ça va être tout le travail là jusqu'au 1er octobre de régler tout ce qu'il y a à régler. Il y a beaucoup de choses à régler. Ensuite, il y aura un liquidateur judiciaire qui va prendre la main. Alors voilà, ça sera aussi à lui de voir comment ça va se passer. Mais c'est très compliqué. Il y a beaucoup d'interrogations, forcément, le jour même, que nous allons suivre au fur et à mesure de ce mois de septembre qui arrive. C'est compliqué, c'est très dommageable. Et même si on s'y attendait, c'est quand même un peu un coup de massue pour Mayotte. Merci beaucoup Pierre pour ces précisions. Et ce matin, une conférence de presse s'est tenue au Centre des finances publiques du département à l'approche des futurs avis d'imposition qui devraient arriver dans les prochains jours. Ce point presse avait pour objectif d'évoquer l'impôt sur le revenu. À l'ordre du jour également, la taxe d'habitation ou encore la taxe foncière. Les explications dans ce sujet signées Shakila Essouf, Pierre Bellucci et Fred Soleimana. Les boîtes aux lettres accueillent actuellement ou vont accueillir les avis d'imposition. Ces petites feuilles ont toujours le don de terroriser les contribuables. Le Centre des finances publiques a souhaité faire le point sur la situation. Des avis d'imposition qui ne vont pas tarder à arriver sur l'île, pour certains sont déjà arrivés. Un impôt sur le revenu qui sera payé au 15 septembre pour certains et puis au 15 novembre pour les autres usagers. La taxe d'habitation et la taxe foncière dont les avis d'imposition ne vont pas tarder non plus à arriver sur l'île. Et je rappelle que pour ces trois impôts, on peut aller sur le site impôt.gouv.fr pour choisir des modalités de paiement simplifiées et éviter les files d'attente dans nos locaux. On va sur impôt.gouv.fr et on peut choisir un prélèvement à l'échéance ou on peut choisir un paiement mensuel, ça c'est pour l'année prochaine, et où on peut payer directement en ligne. Ça simplifie la démarche et puis on gagne un petit peu de trésorerie. Selon les chiffres donnés ce jour, l'an passé, 70 000 foyers fiscaux ont été recensés pour seulement 12% d'usagers imposables. Des chiffres qui semblent bien maigres et qui posent question, notamment sur les personnes qui doivent se faire connaître par les services des impôts. En fait, la détention de papier ou pas n'est pas un sujet fiscal. Donc le sujet fiscal est de répondre aux usagers, de recevoir les usagers et de réceptionner les déclarations d'impôts sur le revenu qu'ils viennent déposer. Pour les personnes qui arrivent sur le territoire, nous demandons toujours un justificatif. Quand nous délivrons une déclaration vierge, nous demandons un justificatif de présence sur le territoire. Alors ces justificatifs sont un certificat d'hébergement avec photo d'identité de l'hébergeant et puis une facture d'électricité, d'eau, de téléphone. Alors que les déclarations sont censées être bouclées depuis plusieurs semaines, des dizaines de personnes continuent de remplir les longues files d'attente, de quoi énerver les plus impatients. Mana leo usupara mbaz bureau maorevan vukula voenda usupara mabalake si de la mairie si de préfecture si de havi service des impôts vavo lonto ngozini simia mavamanatu mamba wantu waende mbio gaudze mana usupara mtu asima nyangu 5h du matin amba suja shuzungwa kertasi ya mwana ilo mamba ya obligé aipare vavo mwanamtsa astombiha leo jombo para mambala kuyendeta uspara harma wantu para alfu au 2000 mbabo harma usuli hatu mamba wasa problème za kartasi kashinda waspara vavo. Que font encore toutes ces personnes devant le Centre des finances publiques? C'est la question que beaucoup se posent et qui mérite d'être soulevée. Alors, je me tourne vers vous, Monsieur Thierry Galvin. La question qui vient d'être posée à la fin de ce reportage, que font toutes ces personnes encore devant le service des impôts?
Il est vrai que nous avons beaucoup de visiteurs encore aujourd'hui dans nos services, alors que, comme vous le savez, la période de dépôt des déclarations est terminée depuis bien avant l'été. Donc ce sont des gens qui sont soit hors délai, qui viennent régulariser leur situation. Effectivement, ils auraient dû la régulariser avant, bien entendu, ou ce sont des gens qui viennent pour des renseignements, pour avoir des informations, pour savoir peut-être quel sera le montant de leur impôt, puisque c'est le sujet de ce soir, c'est le montant des feuilles qui arrive. Est-ce que cela ne va pas porter atteinte justement aux chiffres qui ont été annoncés, le nombre de foyers fiscaux? Ça ne va pas augmenter le nombre annoncé? Non, pas de façon exceptionnelle. Il y a toujours des gens qui sont un petit peu en retard, ça arrive. Je voulais vous dire que c'est la deuxième année de la mise en œuvre de la réforme fiscale avec la fiscalité de droit commun. Il est vrai que l'an dernier, les choses ont été un petit peu plus compliquées. C'était la première année, pour les Mahorais, c'était la première année aussi pour les services des finances publiques. Cette année, nous sommes un peu plus rodés. Toutes les déclarations sont en cours de saisie et seront pratiquement toutes saisies d'ici la fin du mois de septembre. Et toutes les impositions seront établies d'ici la fin de l'année. Alors, Madame Anne El-Ghazi, vous êtes directrice du pôle de gestion fiscale. Alors, on a vu l'année dernière les Mahorais découvrir l'imposition à l'heure actuelle. Alors, est-ce que cette année, ils payent plus d'impôts concrètement? Qu'en sera-t-il? En fait, l'impôt sur le revenu est basé sur le revenu déclaré. De toute façon, c'est un calcul national, c'est le calcul du droit commun. Donc, effectivement, plus on gagne en général, en principe. Mais la tendance cette année, elle est à l'augmentation? Alors, nous n'avons pas encore les chiffres, nous n'avons pas encore terminé de la saisie de nos déclarations. Ce qu'on appelle le rôle, c'est-à-dire la liste des redevables avec le calcul n'est pas encore sorti. Donc, on ne peut pas répondre sur ce sujet. Alors, on a aussi parlé de la retenue à la source. Quelle implication ça aura sur Mayotte? Pour le moment, Mayotte est dans le droit commun national, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de retenue à la source à Mayotte depuis le 1er janvier 2014. Vous l'avez entendu comme moi, la représentation nationale a réfléchi à réinstituer une retenue à la source qui ne sera peut-être pas nécessairement identique à celle qu'il y avait à Mayotte, même si Mayotte a une expérience en la matière. Et peut-être que nos élus nationaux vont s'inspirer de ce qui se faisait à Mayotte auparavant. Alors, les nouveautés cette année? Alors, en matière d'impôt sur le revenu, enfin, pour tous impôts, pas vraiment de nouveautés. Là, nous nous situons au niveau du paiement. On arrive aux échéances de paiement. Pas de nouveautés par rapport à l'an passé. Nous avons à peu près les mêmes échéances. Alors, juste une amélioration, j'ai envie de dire, puisque l'an passé, nous avions des échéances qui avaient été un petit peu reportées sur l'année d'après, c'est-à-dire en 2014 pour 2015. Cette année, comme le disait M. Galvin tout à l'heure, nous avons bien progressé dans nos travaux et dans la saisie des déclarations. Donc, la grosse majorité des usagers devraient recevoir leur avis d'imposition en 2015. La même chose pour la taxe foncière ainsi que la taxe d'habitation. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je précise, M. Thierry Galvin, directeur régional des finances publiques, et Mme Anne El-Ghazi, directrice du pôle de gestion fiscale. Comme nous vous l'annoncions dans nos précédentes éditions, le gouvernement comorien a confirmé le calendrier électoral et l'exclusion de Mayotte de la tournante. Selon la constitution des Comores, c'était pourtant au tour de l'île au Lagon d'organiser les élections qui se tiendront en février 2016. Une entrave au texte fondateur qui risque fort de priver Hakim Ali Saïd d'une candidature pourtant annoncée depuis 3 ans. Il était sur notre plateau ce matin pour réaffirmer avec beaucoup d'émotion sa détermination à maintenir sa candidature. On l'écoute lors de la matinale de Coésie. Si j'accepte ce que dit aujourd'hui Patrick, le gouvernement de l'Union des Comores, ça veut dire que je suis un sous-comorien. Ce qui n'est pas le cas. Je suis comorien au même titre que tout Anjouanais, tout Moélien et tout grand comorien. Je ne suis pas plus comorien ni moins comorien. On s'est tous réfugiés derrière le fait qu'il est impossible d'organiser les primaires à Mayotte. C'est une chose. À la limite, sur ce point-là, nous sommes tous d'accord, vu la situation actuelle de Mayotte et le choix de la majorité des Mahorais, un choix que je respecte comme le choix de la majorité du reste de l'archipel qui ont fait le choix de l'indépendance. Je respecte tout le monde. Mais si aujourd'hui, j'accepte le fait que seuls les natifs de la Grande Comore peuvent aller à la tournante qui devait être celle de Mayotte, si j'accepte ça, ça veut dire que je suis un sous-comorien. Vous savez... Si je me retire de cette candidature au seul prétexte que je suis de Mayotte, mon père m'en voudra. Je ne partirai pas de cette élection. Je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce vendredi 28 août dans l'actualité en bref, et c'est présenté par Pierre Bellucci.
Avant le 1er janvier 2014, il était quasi impossible de trouver des données fiables sur Mayotte. Depuis son accession au statut de région ultra-périphérique, le département est tenu de fournir des données statistiques à Bruxelles pour permettre l'évaluation de ses besoins, retards et atouts. L'INSEE vient de présenter un nouveau rapport sur les déplacements domicile-travail dont le but est de fournir une image des difficultés de circulation. Il détaille précisément les conditions et l'origine géographique du trajet quotidien de la population active de l'île, mettant en exergue la forte concentration des emplois sur le chef-lieu. Il en ressort cependant que les Mahorais utilisent beaucoup les transports collectifs, taxis et barges, l'équipement automobile des ménages étant très faible, de l'ordre de 27% contre 81% dans le reste du pays. C'est également par ce biais que nous apprenons que 17% de nos concitoyens se rendent au travail à pied et 9% en 2 roues, principalement ceux travaillant dans leur commune de résidence. L'INSEE a donc fourni là un rapport remarquable qui permet de mieux comprendre Mayotte et la nécessité d'y développer rapidement les transports urbains et interurbains. Cela fait maintenant 2 ans que la loi visant à limiter la teneur en sucre dans les produits alimentaires en Outre-mer a été adoptée. En vigueur depuis 2014, elle n'est toujours pas appliquée à Mayotte. Le contenu de cette loi, qui ne comporte que 4 articles, est très clair. La teneur en sucre des produits distribués dans les territoires ultramarins ne doit pas excéder celle des produits distribués dans l'Hexagone. Cette disposition devait s'appliquer dans les 6 mois à compter de la promulgation de la loi. La liste des denrées concernées est fixée par un arrêté du ministère de la Santé et les dates limites de consommation doivent être alignées sur celles de la métropole. S'inscrivant dans le cadre de la lutte contre le diabète, l'hypertension et l'obésité, cet outil intéresse directement Mayotte où les populations sont sujettes à ces pathologies. Si certains industriels locaux respectent bien l'équilibre métropole-outre-mer, force est de constater que la loi n'est toujours pas entrée en vigueur, faute d'un arrêté interministériel devant être signé par les ministres des Finances, de l'Agriculture et de l'Outre-mer. Toutefois, selon Georges Paul Langevin, la principale disposition de la loi interdisant de modifier dans les régions d'outre-mer le taux de sucre des produits distribués dans l'Hexagone est d'application directe et déjà en vigueur. Cette annonce pour une offre d'emploi fait beaucoup jaser depuis hier. Publiée sur la page Facebook de la Cité des métiers, l'offre propose un poste de directeur général à la Société immobilière de Mayotte. La CIM, qui n'a pas renouvelé le contrat de Mahamoud Aziari, fonctionne actuellement avec un directeur par intérim. C'est Ahmed Ali Mondroa qui se charge de la tâche, mais la CIM souhaite trouver un titulaire pour le mois de janvier prochain. Alors avis aux amateurs, même si après l'épisode Mahamoud Aziari, les candidats risquent de réfléchir à 2 fois avant de s'engager. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, vous serez en compagnie d'Ornella Perrine pour la météo. Retrouvez juste après l'invité du temps de parole, Hakim Ali Saïd, candidat aux présidentielles comoriennes de 2016. Il était ce matin au micro de Patrick Mian dans la matinale. Retrouvez également l'info en continu sur notre site l'infocoesie.fr. Je vous souhaite un excellent week-end et vous donne rendez-vous lundi soir pour une nouvelle édition sur KTV.